Alors un grand merci de m'accueillir encore une fois, Monsieur Bianchini, et mesdames et messieurs, pour cette soirée. Je suis très content de parler justement de la Première Guerre mondiale, car je ne veux pas tout de suite me concentrer sur l'Autriche. C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas, de parler de la Grande Guerre, surtout ici en Lorraine, dont nous savons que la Lorraine, dans sa position entre la France et l'Allemagne, était une des grandes, au moins des occasions et un des grands litiges de la Grande Guerre, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est significatif de parler justement dans ce centenaire de cette Grande Guerre, dont je pense, vous savez tous, qu'elle était la plus catastrophique dans ses conséquences, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui, oui, jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où euh, suite, le résultat de la Grande Guerre était la disparition des quatre grands empires de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, à savoir l'Empire germanique, l'Empire donc austro-hongrois que nous allons discuter ce soir, l'Empire russe et l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Empire pour ainsi dire turc. Et bon, euh, là, je pense, tout à fait évident de se rendre compte de la gravité des résultats de la Grande Guerre vis-à-vis de l'Allemagne. Je pense que vous savez bien historiquement que le traitement très dur de l'Allemagne de la part de Versailles, des traités de Versailles et de Saint-Germain, avait provoqué la réaction des Allemands pour ainsi déchaîner la Seconde Guerre mondiale. Elle a bien éclaté en 1939 en attaquant la Pologne, parce qu'ils voulaient d'abord récupérer Danzig, qui leur a été enlevé par les traités de Versailles. Ensuite, pas difficile non plus de comprendre les conséquences pour la Russie. La chute de l'Empire russe au cours de la Première Guerre mondiale avait provoqué justement ces faits par la révolution soviétique. Et bon, je pense que vous vous rappelez tous encore, vous êtes tous nés déjà avant 1989, que effectivement le communisme en Russie, en Asie, partout, a sémé des maux inégalables. Et la disparition de l'Empire ottoman, qui était peut-être presque aussi grand comme l'Empire russe, parce qu'il s'étendait jusqu'à l'Égypte et puis l'Arabie et compagnie, enfin tout le Proche-Orient, dont nous savons qu'aujourd'hui il est en état de guerre, de conflit. Eh bien, c'est bien le cas le plus évident de la gravité des résultats de la Grande Guerre pour avoir justement détruit cet empire, car en laissant place aux multiples nouveaux pays qui étaient les successeurs du grand empire ottoman dans l'Orient, dans le Proche-Orient, eh bien, a provoqué des conflits qui ne se sont pas résolus jusqu'à aujourd'hui, non seulement entre les Israéliens et les autres, et les Arabes, mais surtout l'Arabie saoudite, grandement promue par la Grande-Bretagne et les États-Unis, et avec son islam wahhabite, la source de terrorisme, enfin pas la source officiellement, pas politiquement, mais culturellement et spirituellement, est la source de terrorisme que nous connaissons justement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc en revanche, je traite du quatrième empire détruit, l'Autriche-Hongrie, laquelle destruction a causé aussi des dommages justement en Centre-Europe et sur le Balkan, qui étaient justement les conflits des nationalités qui ont perduré au moins jusqu'à la fin du dernier siècle, jusque dans les années 1990. Car toujours au nom du principe de la liberté des nations, des nationalités, qui est la grande parole d'ordre de la Première Guerre mondiale, à savoir le titre de libérer les nations opprimées par des régimes autoritaires et impérialistes, eh bien, n'a pas fonctionné. Parce que, tout simplement, en voulant créer des nouveaux États soi-disant nationaux, eh bien, ce qu'on a fait, on n'a pas pu le faire,
car si vous voulez, nous connaissons cela même en Europe occidentale, nous ne pouvons pas complètement séparer les ethnies et les langues, les populations, mais surtout sur le territoire de l'Autriche-Hongrie et du Balkan et compagnie, c'est un tapis vraiment inséparable de différentes nationalités, langues, ethnies, etc., etc. Donc le traité de Versailles n'a pas vraiment généré la paix et les droits et le respect des identités, et tout cela avait continué tout le long du XXe siècle. Donc les conséquences sont très graves, et M. Bianchini m'a demandé non seulement de traiter le cas de l'Autriche-Hongrie, mais surtout de me demander dans cette conférence si tout cela était venu, par quelle cause c'est venu. Est-ce que la destruction de l'Empire austro-hongrois était le résultat, si vous voulez, biologique de l'évolution des mentalités, à savoir depuis une conception plus traditionnelle vers une conception plus nationale de l'État en Europe, ou bien si cela était véritablement orchestré, préparé et intentionné? Est-ce qu'il y a des intentions derrière, et contre quoi, dans l'Autriche-Hongrie, est-ce que ces intentions, ces possibles intentions, se sont dirigées? Alors, je commence mon analyse des causes du démembrement de l'Empire austro-hongrois en disant que vous avez vu cet empire était très important, très grand. Il me semble qu'il était un petit peu plus grand que la France même au niveau territoire. Eh bien, immédiatement parlant, on peut dire, les historiens, somme toute, sont d'accord que l'Autriche n'était pas le grand problème de la Première Guerre mondiale. Le grand je ne sais pas si on dit vexateur en français, le grand cas vexant de la Grande Guerre, c'est certainement l'Allemagne, à savoir l'expansionnisme, la politique agressive, la conflictualité des Allemands, au moins tels qu'ils ont été ressentis par surtout les Français, mais aussi par les Anglais. Je ne veux d'ailleurs pas faire de jugement maintenant. Si je dis que l'Allemagne est le cas vexant, je le dis du point de vue de la majorité des historiens, et comme la France et l'Angleterre surtout, et la Russie aussi, l'ont expérimenté. Mais justement, c'est l'occasion de dire, il y a tant de thèses sur la genèse, les causes, le développement, les résultats de la Grande Guerre, que je dis toujours lorsque je m'occupe de la Grande Guerre, que cette guerre ne se passait pas seulement sur les champs de bataille, mais elle se passe jusqu'à aujourd'hui aussi parmi les historiens, dans les livres. C'est-à-dire qu'aucune guerre n'est si difficile à analyser dans ses origines, et vous pouvez lire toutes les positions, et telles que je les ai perçues, je ne peux renier de vérité à aucune d'elles, mais je ne peux me convaincre d'aucune d'elles pour être la cause exclusive. Si bien que pour analyser cette Grande Guerre, il est beaucoup plus prudent de suivre le chemin chronologique de la genèse de cette guerre, et c'est ainsi que nous sommes portés inévitablement et essentiellement à l'Autriche-Hongrie. Tout simplement parce que je pense que nous savons tous le moment, l'événement qui a déchaîné la Grande Guerre et l'assassinat de l'héritier au trône autrichien, l'archiduc François Ferdinand, le 28 juin 1914. Donc il y a bientôt 101 ans. Et effectivement aussi, le résultat immédiatement le plus évident de la Grande Guerre est la totale disparition de ce grand empire. Autrement dit, tandis que l'Allemagne, qui était le grand conflictuel dans la guerre, est restée, même si diminuée, a substantiellement maintenu son identité étatique. Bon, il a perdu la monarchie, la dynastie, mais comme État, comme territoire, nous sommes toutes restés. La Russie, n'en parlons pas. Et même si l'Empire ottoman a énormément perdu, il a continué quand même
dans une grande partie avec la Turquie, tandis que l'Empire austro-hongrois véritablement disparaît complètement. Autrement dit, c'est le meilleur fil de suivre l'explication de la Grande Guerre si nous nous intéressons à la problématique de cet empire austro-hongrois-là. Et donc, pour approcher les causes de comment cet empire-là a vu sa destruction complète, il faut connaître l'Autriche dans son histoire. Et c'est à ce moment où je me permets de dire, certains d'entre vous étaient ici il y a 2 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez entendu ma conférence sur les Habsbourg, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette dynastie qui, depuis le Moyen-Âge, a construit un empire grand, surtout par la politique du mariage, et qui a survécu donc jusqu'au XXe siècle pour être un État, et cela est déjà important pour comprendre les causes de sa destruction, un État qui contredisait effectivement le cours des temps. Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Europe voit la montée de l'idée démocratique, révolutionnaire et surtout de l'État laïque non religieux. Et si vous voulez, l'unique État qui est resté jusqu'au XXe siècle l'incarnation de la vieille Europe, à savoir l'État non national, l'État monarchique et l'État explicitement catholique, c'était l'Autriche-Hongrie. Et cela est important de comprendre. S'il vous plaît, les prochaines images. Ah non, pas encore. J'ai pas vu que vous avez pas. Ça, c'est donc. Bon, on va le voir tout à l'heure. Plus en avant. Voilà, ça, c'est l'Empire autrichien qui, au début du XXe siècle, se présente à l'Europe, déjà divisé dans 2 grandes parties. Son nom le dit lui-même, Autriche-Hongrie, c'est-à-dire l'Empire autrichien souffre du grand problème de la grande idée du XIXe siècle, à savoir du nationalisme, qui aboutit à une sorte de division de l'Empire dans une partie hongroise et dans une partie autrichienne. Et pour comprendre immédiatement le grand conflit de la Grande Guerre, il faut savoir que les grands mécontents de cette solution double de la monarchie austro-hongroise était le peuple tchèque. C'est très important. Si vous voulez, c'est au nord la partie, donc, si vous voyez la partie supérieure, la Bohème, mais aussi la partie nord de l'Hongrie. C'était les Tchèques qui sont restés très très mécontents du fait que les Hongrois sont privilégiés, alors qu'eux-mêmes avaient une mentalité très fortement nationaliste et surtout aussi, si vous voulez, anti-habsbourgeois, et l'esprit anticatholique était très très fort aussi dans ce peuple. Déjà au début du XXe siècle, il y avait un grand exode, c'est-à-dire un grand départ de grandes parties de la population tchèque de l'Église catholique romaine. Et ce peuple-là est donc en très forte opposition. Dans ce conflit entre ces 2 parties, à savoir d'un côté les Autrichiens et les Hongrois, et d'autre côté les Tchèques au nord, eh bien se présente la personne de l'archiduc François Ferdinand. Donc c'est l'héritier au trône qui représente une solution du conflit de l'Empire austro-hongrois qui, j'en suis personnellement persuadé, aurait pu résoudre la grande crise à l'intérieur de l'Empire. À savoir, c'était quelqu'un qui était fortement anti-hongrois, donc qui ressentait beaucoup la prépotence nationaliste des Hongrois. Il était au même temps très pro-tchèque, il était tout à fait pour les Tchèques, voulait donc une solution slave pour la monarchie. Mais attention, il était explicitement
explicitement catholique, un catholique très, très, très affirmé. Vous savez que dans la famille impériale, bon, ils étaient officiellement tous catholiques, mais ça diversifiait, c'était déjà très différent les uns des autres. En tout cas, lui était presque provocateur. Dans le grand exode, par exemple, de la population tchèque, de grandes masses de l'Église catholique, il a publiquement affirmé un départ de Rome signifie un départ de l'Autriche, c'est-à-dire Rome, la papauté et l'Autriche sont indissociables. Donc pour lui, il aurait pu, devenant empereur, il aurait pu récupérer les intérêts de la partie slave, essentiellement tchèque, pour consolider ainsi l'équilibre et l'unité de l'Empire austro-hongrois, mais il aurait certainement maintenu la tradition fortement impériale, monarchique, traditionnelle et catholique de cet empire. Cela doit donc ne pas nous surprendre que c'est justement lui qui est assassiné en 1914, prochaine image s'il vous plaît, par Gavrilo Princip, qui était donc un terroriste d'origine serbe, un mandant d'une association secrète, la soi-disant Main Noire, qui était fortement soutenue par les Russes. Autrement dit, nous avons le grand bloc du pouvoir slave de l'Europe orientale et de l'Europe centrale, qui ne peut pas permettre qu'un archiduc devienne empereur pour, si vous voulez, récupérer les Slaves et éviter le démembrement déjà préparé par les forces slaves. Et ce sont donc eux qui vont, cette main noire, et derrière la main noire, la Serbie et indirectement aussi la Russie, qui vont vouloir liquider cet archiduc. À ce point-là, je me permets donc de présenter les thèses principales qui veulent expliquer le déclenchement de la guerre. Les uns disent que la grande cause de la guerre était l'agressivité des Allemands et la faiblesse de l'Autriche, à savoir la faiblesse de l'Autriche de s'opposer à la domination allemande et de maintenir ainsi un équilibre des puissances en Europe, et aussi la faiblesse intérieure de l'Autriche, son incapacité de résoudre le conflit des nationalités. Bon, cette thèse est une thèse qui a un certain poids. Il y a une autre thèse justement qui soutient que ce serait une alliance des forces maçonniques et protestantes. Bon, tel que cela est affirmé, ça ne me convainc pas. On ne peut d'ailleurs pas le démontrer de façon aussi systématique. Le fait est que nous avons des témoignages autour du déclenchement de la guerre, donc de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, à savoir des témoignages de différentes personnes de son entourage et de lui-même, qui affirment que déjà le congrès eucharistique international à Vienne, célébré en l'an 1912, avait tellement enragé les loges, surtout françaises, qu'ils avaient, et cela nous le savons, organisé un congrès international maçonnique à Paris, exactement en même temps du congrès eucharistique à Vienne, en décidant la destruction de l'Empire austro-hongrois. Donc ici, voici une thèse avec des témoignages qui voudraient affirmer une claire intention idéologique vis-à-vis de l'Empire autrichien. Un autre indice intéressant est le fait que l'office postal des télégrammes à Sarajevo, où a eu lieu l'assassinat, fut effectivement fermé par ordre de l'empereur suite à l'assassinat. En revanche, un dernier télégramme avant la clôture de l'office a pu être envoyé encore, et nous le connaissons, c'est le télégramme des membres de la Main Noire
au Grand Orient de France, informant sur le succès de l'assassinat de François Ferdinand. Voici des témoignages que je peux offrir à faveur de cette thèse, mais cela ne sont que certains témoignages. En revanche, maintenant nous entrons en pleine guerre, nous pouvons observer un fait beaucoup plus documentable et beaucoup plus certain encore sur le déroulement de la guerre et sa tournure effectivement idéologique par le fait qu'à partir de 1916, en plein milieu de la Grande Guerre, nous assistons à un changement d'esprit des grandes puissances de l'entente, des alliés ennemis des puissances impériales du centre. Cela veut dire, j'aime faire remarquer que les puissances de l'entente, la France, surtout l'Angleterre, mais même la France, n'étaient pas du tout intéressées à détruire ni l'Empire allemand, ni l'Empire austro-hongrois. Il faut le dire clairement vis-à-vis de certaines théories conspiratrices. Les puissances avaient traité, et même les États-Unis, jusqu'en 1917, ces empires avec l'idée de les combattre, de leur faire perdre la guerre, mais en respectant leur identité constitutionnelle comme monarchie, etc. En revanche, nous assistons à une tournure à partir de 1916 et très fortement à partir de 1917 d'une attitude plus politique, à savoir d'une guerre, d'une conception de la Grande Guerre comme un combat s'intéressant à récupérer les territoires essentiellement. Par exemple, de la part de la France, récupérer l'Alsace-Lorraine et de l'Angleterre, bloquer la montée de la marine allemande. Voici la nature de la Grande Guerre de la part des puissances de l'entente jusqu'à la moitié du déroulement de la guerre. En revanche, à partir de 1917, nous voyons l'apparition de manifestations, de déclarations, de résolutions parmi les puissances occidentales, de la prise de conscience que cette guerre n'est pas du tout une guerre territoriale et politique. Nous entendons des paroles d'ordre que cela est une guerre idéologique, à savoir que c'est une guerre de la démocratie contre le despotisme. Et cela est tout à fait surprenant. Les historiens que j'ai consultés sont tous d'accord à dire que cela ne provient pas des gouvernements eux-mêmes. Autrement dit, une conclusion de l'analyse évidente et certaine que je me permets d'affirmer est que cette tournure idéologique provient de quelqu'un d'autre. Et là, je peux vous offrir aussi avec des documents, je peux vous offrir essentiellement 3 groupes qui effectivement à partir de 1917, avec une activité prodigieuse sur plusieurs plans d'activité sociale et politique, vont assurer cette tournure idéologique, à savoir les représentants des rebelles tchèques, à savoir Edvard Beneš et Thomas Masaryk. Si vous voulez les prochaines photos, voilà Thomas Masaryk, qui était devenu ensuite le premier président de la Tchécoslovaquie, et suite prochaine, Edvard Beneš, qui était le plus industriel de tous. Il s'est rendu en exil à Paris, et donc à partir de 1916, il déploie une activité fébrile auprès du gouvernement français, mais aussi auprès du gouvernement britannique, pour les convaincre que cette lutte est une lutte de libération des peuples opprimés par des dictateurs et qu'il faut surtout diriger la guerre contre l'Autriche-Hongrie, aussi contre l'Allemagne, mais surtout contre l'Autriche-Hongrie, parce que c'est une grande prison historique. Et donc, ces messieurs-là déploient une grande activité politique et diplomatique surtout.
Et nous allons voir comment ils vont par la suite déployer leurs activités. Ils vont réussir à convaincre les gouvernements français et britanniques de se mettre au service d'une véritable guerre de destruction, d'anéantissement de l'Empire, à partir de 1917. En revanche, arrive on peut dire en français un contretemps, à un événement contraire au cours de l'année 1917 qui fait échouer complètement ces activités montantes des Tchèques qui veulent donc le démembrement de l'Empire, à savoir la victoire de l'armée autrichienne à Caporetto. Je ne sais pas si vous avez en français un autre nom, Karfreitz en allemand, Caporetto en italien, à savoir en octobre de 1917, une éclatante défaite des Italiens signifie, si vous voulez, l'abattement des tentatives nationalistes, au moins de la part des Italiens, de reprendre, et évidemment un grand soulagement, un grand rehaussement de la morale des Autrichiens dans ce grand conflit autrichien. Mais voyez maintenant, intervient le deuxième groupe que je peux offrir comme évidence de moteur, de véritables groupes avec conviction idéologique qui s'acharnent fortement à ne pas se relâcher, à ne pas baisser les bras, mais à persister contre tout espoir, à reprendre la lutte. Et ce sont, si vous voulez, je le dis un peu ironiquement, c'est pas que je les admire, mais ce sont les grands héros, si vous voulez, de la cause anti-autrichienne. Prochaine image. Bon, ça c'est André Lebet, on va l'entendre tout à l'heure. Mais les prochains, bon, ça c'est l'empereur, Aristide Briand. Alors ils étaient où pratiquement Wickham Steed. Alors tout ça, non, Wickham Steed, peut-être qu'ils viennent après. Voilà, Wickham Steed, Henry Wickham Steed. C'est le deuxième groupe d'agitateurs que je nomme le groupe des journalistes anglais. Alors Henry Wickham Steed et la prochaine, c'est Robert William Seton Watson. Alors ce sont deux journalistes qui véritablement détestent l'Autriche par tout ce qu'elle incarne. Et face à la défaite des Italiens et la grande victoire de la bataille de Caporetto de la part des Autrichiens, Henry Wickham Steed descend, alors vous devez entendre ça maintenant, et il descend depuis l'Angleterre en Italie et il organise avec le gouvernement italien des stratégies militaires et médiatiques se rendant à Padoue, où il instaure un bureau propagandiste. Et j'ai eu des difficultés à croire cela lorsque je me suis documenté. Écoutez-le tout simplement et dites-moi après si vous le croyez vous-même. Je ne sais pas comment ils sont réussis à faire. Ils ont, par exemple, réussi à transmettre par la radio des chansons nationales des différentes nationalités de l'Empire autrichien pour, si vous voulez, animer la mentalité nationaliste à l'intérieur des régiments multinationaux de l'armée autrichienne. Et aussi, apparemment, l'armée italienne a fait des vols, déjà, c'est-à-dire vols d'avions sur les territoires autrichiens, jetant des milliers de fiches de feuilles en les encourageant, en disant la fin de la guerre est proche, les Autrichiens vont de toute façon perdre, les Américains sont déjà en train d'entrer dans la guerre, abandonnez votre armée, c'est-à-dire en démoralisant l'armée et en envoyant des soldats de l'armée autrichienne qui ont été faits prisonniers par les Italiens, à savoir des soldats slaves, d'origine slave, pour les faire retourner en Autriche. Je ne sais pas comment ils ont fait pour pénétrer, parce qu'ils étaient en état de guerre, les faire retourner et animer l'armée de se démembrer, de faire désertion, et de donc ainsi déstabiliser la morale. Et comme les documents le disent, ils ont eu un succès énorme, si bien que les gouvernements français et britanniques se sont de nouveau laissés encourager à reprendre l'idée de détruire effectivement l'Autriche-Hongrie. L'autre grande activité de ces deux messieurs, c'est d'avoir
en concert avec Masaryk et avec Benes, créer des soi-disant gouvernements d'exil à Londres et d'organiser aussi des représentations de ces gouvernements exil à Londres et à Paris sur le territoire des États-Unis, à savoir en invitant tous les Américains qui étaient d'origine de l'Empire austro-hongrois à les rejoindre et à faire, en synthèse avec certaines loges maçonniques, une forte pression sur le gouvernement américain de Woodrow Wilson pour se laisser convaincre à entrer en guerre. C'était une activité prodigieuse. J'ai, pour ainsi dire, du respect devant cela. Si vous voulez, tout est perdu. Non, nous nous abattons pas. Nous maintenons la politique stratégique. Nous insistons auprès des gouvernements alliés pour continuer la lutte. Nous allons un peu en arrière, aussi dans le temps légèrement, pour vous donner un exemple d'autres événements qui manifestent le caractère intentionné et donc volontaire de la destruction, plus encore en avant, plus en avant. À savoir, plus en avant, voilà, plus en avant encore, c'est ça, voilà. Les loges maçonniques, je vais peut-être parler tout à l'heure, mais maintenant, vous descendez. Voilà, l'empereur le bienheureux Charles. Alors, pour vous dire que c'est intéressant, c'est presque touchant de savoir que dès le début de la Grande Guerre, il y a eu constamment des pourparlers entre toutes les puissances de conclure une paix prématurée, parce qu'on voyait tout de suite, dès 1915, la catastrophe. Il suffit de penser à la grande bataille de Verdun, qui n'est pas trop loin d'ici, mais vraiment l'anéantissement de millions de personnes, et surtout l'Autriche, dès l'avènement au trône du jeune empereur Charles, à la suite de la mort du vieil empereur François-Joseph. Charles, sur cela, tous les historiens sont d'accord, passait son temps à essayer de faire une paix. Alors les Alliés, les Autrichiens ne voulaient absolument pas de paix. En revanche, l'empereur se rend compte qu'il faut la paix à tout prix parce que cela va finir dans une catastrophe. Donc il commençait dès 1916, mais essentiellement à partir du début de 1917, il commence une activité secrète auprès du gouvernement français en demandant si l'on pouvait faire une paix séparée. Ce n'est pas du tout malhonnête parce que les Allemands eux-mêmes, avec le chancelier Bethmann-Hollweg, ont fait la même chose séparément parce qu'ils voulaient aussi, mais c'était les militaristes en Allemagne avec Hindenburg et Ludendorff qui ont ensuite boycotté, saboté les initiatives du chancelier. Mais en tout cas, les Autrichiens ont fait une entreprise assez impressionnante à travers le beau-frère de Charles. Donc vous descendez, à savoir oui, excusez-moi. Auprès de, voilà, ici, Sixte de Bourbon-Parme, le beau-frère de Charles, est envoyé ensemble avec son frère, plus en avant, vous descendez, Xavier de Bourbon-Parme. Ils sont tous deux envoyés auprès de Aristide Briand, qui était le ministre des Affaires étrangères, et Aristide Briand est d'accord. Bon, il n'est pas du tout pro-autrichien, mais il est bien content d'accepter des pourparlers. Et voyez maintenant ce qui se passe. L'assistant de Aristide Briand était Alexandre Ribot. Alors il faut le trouver, je crois qu'en descendant. Voilà, Alexandre Ribot. Alexandre Ribot, il assiste à Aristide Briand et falsifie les rapports que Aristide lui confie à lui pour être présenté déjà au Parlement, comment on dit en français le Parlement? C'est pas le Parlement, c'est la Chambre et surtout auprès du Sénat. Il y avait une commission au Sénat qui, à la suite, a d'ailleurs révélé les intrigues d'Alexandre Ribot, qui a tellement contourné les propositions de paix des Autrichiens pour les rendre inacceptables, ce qui était absolument faux. Et Alexandre Ribot envoyait aussi cette version contournée de la proposition des paix des Autrichiens aux Anglais à Londres, si bien que les Anglais
avec Balfour et Lloyd George, ont dit c'est inacceptable et ça a été saboté. Or, le prince Xavier de Bourbon-Parme témoigne et on peut dire, si on n'est pas très pro-autrichien, on peut dire que voilà, c'est un bon frère de l'empereur, donc qui sait si son témoignage est objectif. Je dois vous dire que je crois que c'est assez sincère, son témoignage. Il faut remonter. Xavier de Bourbon-Parme va faire un témoignage impressionnant. Il va dire que à la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain avait non seulement interdit l'activité des loges maçonniques, mais il a aussi confisqué les archives du Grand Orient. Et le maréchal Pétain a chargé un politicien de prendre charge de cette archive, qui a rencontré Xavier de Bourbon-Parme, et lui a montré les documents de la loge du Grand Orient de France qui documentent que l'intrigue de Ribot, qui était lui-même maçon actif, il faut faire très attention avec les maçons parce que, vous savez, facilement, surtout dans les milieux catholiques, on dit les maçons, les loges, etc. C'est trop général de dire parce que les loges, ce serait injuste de parler si placativement. Il faut dire concrètement, le Grand Orient en France était acharné contre les Autrichiens. Et il faut en plus distinguer que parmi les francs-maçons, il y a plusieurs groupes. Il y en a pas mal qui sont des soi-disant frères dormants, qui sont techniquement des francs-maçons, j'en connais en Italie, mais qui ne pratiquent pas du tout. Puis ensuite, il y a des membres et surtout, il y a des membres dirigeants. Alors, si l'on veut faire des analyses, il faut s'en tenir aux membres dirigeants des loges pour évidencier aussi avec des documents. Or, on a trouvé que Alexandre Ribot était un maçon actif et qu'il était instruit par le Grand Orient de faire chuter la mission de paix des Autrichiens pour continuer la guerre à tout prix pour justement détruire l'Autriche. Il savait très bien, le Grand Orient, que si on acceptait en 1917 une paix séparée avec les Autrichiens, cela aurait signifié le salut de l'Empire autrichien. Alors il fallait pas le faire. Et Xavier de Bourbon-Parme dit qu'il a vu les documents et, alors rattachez-vous bien, il a trouvé dans les mêmes archives le projet et la carte géographique de l'Europe dans les archives maçonniques du Grand Orient de 1917 qui montrait déjà exactement les frontières des pays successeurs de l'Empire austro-hongrois tel qu'il a été réalisé en 1918-19 par les traités de Versailles. Cela a été, il l'a vu lui-même. Or, qui veut contester cette thèse peut très bien dire, bon, je ne pense pas qu'il soit, je crois que sa crédibilité elle-même soit vraie, mais ce qui cloche ici, c'est qu'il dit, et ce qui ne cloche pas, mais ce qui rend fragile son témoignage, c'est de dire qu'il les a eus, il a demandé des copies, des facsimilés, mais entre-temps, il a été, comment dire en français, il a été arrêté par les Allemands, nous sommes en 1944, il finit dans un champ de concentration, et lorsqu'il retourne du champ de concentration en 1945, ou déjà en 1944, peu après, déjà le nouveau régime, le régime Vichy est tombé, et les archives du Grand Orient sont retournées au Grand Orient, qui ne les a plus ressorties. Donc, si vous voulez, nous n'avons rien en main, nous avons le témoignage de lui. Bon, c'est un témoignage certain. Puisque nous sommes en train d'analyser les loges, je crois que vous devez remonter pour André Lebet. André Lebet, non, c'était Aristide Briand. André Lebet, voilà. Alors, dans cette même année 1917, lorsque les initiatives de paix sont fait chuter intentionnellement par le Grand Orient, le même Grand Orient organise aussi à Paris même une réunion de toutes les loges des pays de l'entente et aussi des pays neutres en les invitant, en les encourageant à ne surtout pas
permettre une paix prématurée. C'est André Lebecq, qui est le secrétaire, qui est donc du Grand Orient, qui est le secrétaire qui fait le discours. Je l'ai ici, si vous voulez, je pourrais vous le lire, où il s'acharne d'abord contre l'Allemagne, mais aussi contre l'Autriche, où nous avons la documentation effective noir sur blanc de cette intention de détruire l'Empire austro-hongrois. Et voilà le troisième groupe qui montre cette intention et qui va fortement encourager les gouvernements de l'entente de rester durs vis-à-vis de l'Empire austro-hongrois. Je conclus cette conférence avec la dernière partie, le véritable démembrement, et nous sommes donc dans l'année 1918. Voyons un peu quelles sont les images qu'on peut encore... voilà, ça on l'a déjà vu, on redescend là. Alors Charles, Aristide Briand, Sixte, Xavier, voilà, Clémenceau. Voilà, restons avec Clémenceau. Donc Clémenceau, par exemple, n'est pas du tout un franc-maçon. Et il est quand même quelqu'un qui était très très fortement anti-autrichien et qui, lorsque, par exemple, il devient, en 1918, il devient président de la République, il va, par exemple, révéler les tractatives secrètes du prince Sixte. Il va les envoyer en Allemagne, aux Allemands, pour blâmer, pour mettre en embarras les Autrichiens. Et lorsque les Autrichiens seront à genoux en automne de 1918, c'est de la part de la France, surtout le président Georges Clémenceau, qui va refuser, qui va faire la même politique que font en même temps les Américains, c'est-à-dire faire comme s'ils n'entendaient pas les supplications des Autrichiens de faire une paix pourvu de garantir la continuité de l'Empire. À savoir, nous sommes désormais dans une phase finale où nous savons que si vous, les vainqueurs, restez tout simplement durs et muets, il suffit de laisser passer le temps et l'Empire s'écroule en soi-même. Et c'est alors que Clémenceau va dire « Je ne reconnais plus d'empire existant, je reconnais Beneš et Masaryk comme les représentants du gouvernement provisoire de la Tchécoslovaquie, et si je veux faire une paix, c'est avec ce gouvernement-là, le gouvernement de Hongrie, le gouvernement de la petite Autriche et de Yougoslavie, avec lesquels, dorénavant, je fais les négociations du traité de Versailles, et c'est la façon la plus facile de liquider l'Autriche. Et de la part de la France, c'était Clémenceau qui était très, très passionné. En tout cas, il faut dire que Clémenceau n'était pas celui que donnait l'effectif coup mortel, ou si vous voulez, qui n'était pas l'artisan principal de la destruction. Bon, lui, il était certainement intentionné pour des raisons idéologiques, mais ce sont les Américains. Et c'est maintenant que nous voyons les derniers, là, si vous continuez. Alors ça, c'était les journalistes anglais. Voilà, Woodrow Wilson. Ce président, même s'il était, selon des témoignages, un franc-maçon, par exemple, ce n'était pas un franc-maçon pratiquant. Et il ne voulait pas le démembrement de la monarchie jusqu'au cours de 1918. Mais poussé, pour ainsi dire, d'ailleurs il voulait même la paix encore en 1918, il voulait sauver tous ces empires à condition qu'ils se libéralisent, qu'ils se transforment en fédération de pays nationaux, qu'ils acceptent toute la démocratisation qui d'ailleurs avait déjà commencé dans ces empires, mais qui n'était évidemment pas à la hauteur de la démocratie américaine. Et Woodrow Wilson présidera au coup mortel qui sera en tout cas effectué non par lui personnellement, mais par son secrétaire d'État, à savoir, on dirait en français, au ministre des Affaires étrangères, à savoir Robert Lansing. Alors vous descendez. Attendez encore, fermez-vous, attendez ici. Voilà, non, tout à fait. Redescendez, voilà. Theodore Roosevelt. Celui qui, par rapport à Woodrow Wilson, était quelqu'un
qui avait orchestré, non seulement, bon, lui c'était un franc-maçon pratiquant et très intentionné, très anti-autrichien, avait orchestré l'activité des loges américaines, surtout dans leur contribution au refus de la paix et à la continuation de la guerre jusqu'au bout, mais aussi la collaboration des représentations. Vous vous rappelez, j'avais parlé des représentants des gouvernements provisoires tchèques et surtout des gouvernements tchèques et slaves aux États-Unis pour faire pression sur Wilson. Alors celui qui était en Amérique très très fébrile, c'était Theodore Roosevelt, mais l'artisan vraiment principal, c'est le prochain. Voilà, Robert Lansing. C'est donc lui l'homme fort qui, en automne de 1918, fait cette politique impitoyable. Par exemple, même si c'était les Allemands qui étaient aussi aux yeux des Américains les grands méchants, et si les Américains ont commencé la guerre, c'est qu'ils ont surtout déclaré la guerre contre les Allemands. Tout le monde était d'accord que le grand enfant difficile, ce sont les Allemands, et Woodrow Wilson a refusé de déclarer la guerre encore aux Autrichiens pour pas mal de temps, mais c'était Robert Lansing qui était celui qui était idéologiquement le plus monté contre les Autrichiens, pour dire que nous abattons l'armée autrichienne, et lorsque effectivement dans les régiments de l'armée se crée la conscience que tout est perdu, que se désagréger, comment dire, que se désagère, on dit en français désagère, oui, et le verbe actif, que se désagrège la grande armée impériale. Il suffit d'attendre jusque-là que les forces nationales dans les parlements se manifestent comme nouveaux États, que nous dialoguons simplement avec eux, et déjà l'Empire n'existe plus. C'était Robert Lansing qui était celui qui vraiment a donné le coup mortel. Et c'est ainsi que nous arrivons donc. Je suis désolé que je n'ai trouvé qu'une carte avec les paroles en allemand, j'ai cherché en français, mais celle-ci était la plus claire pour vous montrer ce qui est devenu l'Empire, à savoir la petite Autriche, l'Hongrie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, qui reçoit les grands morceaux au nord au détriment des Hongrois et aussi des Autrichiens. Nous sommes donc à la désagrégation, mais on pourrait encore dire que pourquoi pas maintenir dans la petite Autriche du reste. Je ne sais pas si vous connaissez l'exclamation de Clémenceau, « Voici ce qui reste de l'Autriche » en 1918. Il a fait cette célèbre exclamation. Mais de toute façon, en Autriche, en automne 1918, il y a eu les forces pour dire on peut très bien maintenir la monarchie, la dynastie des Habsbourg, pourquoi pas. Alors, pour dire que qui donne maintenant le véritable reste à la dynastie qui aurait pu techniquement rester comme le Luxembourg ou comme la Belgique, des petites monarchies de rien, eh bien, c'était les forces des socialistes. Autrement dit, les chrétiens sociaux, le parti qu'on pourrait dire le centre-droite, n'était pas forcément antimonarchiste, mais l'empereur Charles était déjà fortement dénigré dans l'opinion publique, surtout suite à l'affaire Sixte, où il avait apparu comme comme un faux, comme un vilain qui n'est pas honnête vis-à-vis de son allié allemand. Et donc, la popularité de la monarchie avait déjà fortement baissé. En tout cas, c'était les socialistes autour de Victor Adler qui insistent qu'il faut abolir la monarchie, et c'est ainsi que nous avons le Requiescat in pace de l'Empire. Voici ma présentation qui veut en synthèse reconnaître que la chute de l'Empire, certes, est quelque chose de préparé et d'intentionné de façon idéologique. Toutefois, je veux tout à fait admettre que ce n'est pas une sorte de conspiration
purement inventer un pur produit mental de certaines sectes ou qui que ce soit. Je veux reconnaître qu'il n'aurait jamais pu procéder à ce démembrement, à cette destruction, s'il n'y avait pas eu effectivement un problème nationaliste de fond dans le pays, mais aussi, si vous voulez, un grand conflit idéologique entre les partis politiques, à savoir les chrétiens sociaux et les socialistes. Vu qu'il y avait une très grande instabilité, que j'affirme par exemple par rapport à François Feiteux, qui était un Hongrois exilé ici, enfin je ne sais pas exilé, mais en tout cas vivant ici en France, qui a fait un célèbre ouvrage où il analyse justement la chute de l'Empire, où il dit c'est pas du tout vrai, c'est que l'Autriche avait tout à fait une position indépendante par rapport à l'Allemagne et elle était bien consolidée à l'intérieur. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Je reconnais que l'Autriche était dans une position toujours plus faible à l'extérieur et à l'intérieur, et cette fragilité avait permis cette destruction. Mais elle n'aurait jamais eu lieu si cela n'avait pas été stratégiquement préparé et admirablement exécuté par différents groupes. Voilà la thèse.